Donc, je commence mon top 10 avec l'attaquant des Warriors de Moose Jaw, Braden Yeager. Mon boy, le Jägermeister. Et malheureusement pour lui, il s'est fait supplanter un peu en tant que boy de mon côté, mais ça n'empêche pas quand même que je l'ai laissé dans mon top 10 parce que oui, il y a eu quelques petites performances en dents de scie cette année. Oui, il y a eu des moments où ça a été un peu plus difficile, mais je trouve que surtout vers la fin de saison et en série, il a vraiment montré toute cette capacité à être dangereux sur la patinoire et efficace en zone défensive et être aussi capable de créer des choses à l'attaque. Pas uniquement pour lui, mais pour ses coéquipiers. Donc, c'est la raison pourquoi je l'ai laissé dans mon top 10. Il a baissé d'un rang. Je l'ai toujours eu dans mon top 10, Yeager, depuis juin 2022. Dans mon cas, moi, Braden Yeager, ce que j'aime de lui, c'est qu'évidemment, c'est un centre qui est capable de faire un peu tout sur la glace. On vient de parler de Dalibor Dvorsky, c'est un peu ça aussi du côté de Yeager. Cette capacité à venir aider les défenseurs, cette capacité à venir aider dans les relances, être capable de soutirer les rondelles le long de la bande sans nécessairement être très physique. Moi, j'ai trouvé que Yeager avait fait du bon travail dans sa zone cette année. Il avait fait du bon travail aussi pour couvrir un peu les arrières de certains de ses coéquipiers, dont Jagger Firkus. J'ai l'impression que quand ils ont joué ensemble, Yeager était un peu... Je veux pas dire qu'il jouait pas offensivement, mais j'avais l'impression aussi qu'il se retenait un petit peu par moment parce que Firkus, c'est beaucoup de contrôle de rondelles, c'est beaucoup de feintes, parfois des jeux un peu risqués, parfois des jeux un peu inutiles, entre guillemets, qui viennent causer des revirements, des pertes de rondelles. Et je trouvais que Yeager était ce genre de joueur qui venait l'aider un petit peu. Comparativement à l'année passée où Yeager, c'était vraiment... il avait son rôle, il allait à l'attaque. Oui, il était responsable défensivement, mais on le voyait beaucoup plus axé vers l'offensive pour un jeune de son âge. Donc pour moi, Yeager, c'était ce genre de joueur-là qu'on a vu l'année passée, qui décochait des lancers, qui était très, comment dire, dangereux en fait. C'était le triggerman du côté de l'avantage numérique avec Firkus aussi. Donc, c'était deux joueurs qui faisaient du dommage l'an dernier côté offensif. Et puis, cette année, évidemment, ils ont été réunis ensemble. Puis, j'ai trouvé la combinaison par moments un peu difficile. Je me souviens, vers la fin de la saison, ils ont été séparés tous les deux. Puis, je trouvais que Yeager était encore, tout en étant très bon défensivement, je trouvais qu'il était encore meilleur offensivement. Meilleure compréhension du jeu avec ses coéquipiers. Il y avait Eric Allary qui était là notamment. Donc, je trouvais que ça l'aidait à peut-être se libérer offensivement. Puis, je trouvais un peu que peut-être Firkus, c'était la personne qui le retenait un petit peu avec l'élastique, la laisse. Puis, ça s'est vraiment amélioré du côté des séries. Les deux ont retrouvé, ils ont joué ensemble, ils se sont retrouvés offensivement. Je pense que ça a été un grand succès. Ils ont été bons défensivement, ils ont été bons offensivement. En tout cas, surtout Firkus a été quand même bon défensivement comparativement à... Yeager était bon offensivement comparativement à Firkus. Donc pour moi, ces qualités-là de joueur dans les deux sens, je ne peux pas les dénigrer du côté de Yeager. Il a un bon sens de l'anticipation, il est capable de faire des choses en désavantage numérique, il est capable de créer des occasions qui partent de la ligne bleue, qui partent de sa zone. Donc, que ce soit en relance lui-même avec la rondelle ou tout simplement, il a créé un revirement avec son bâton, il a créé un revirement en étant impliqué, puis l'attaque des Warriors se transporte de l'autre côté. Je trouve que Yeager a un patin, un bon coup de patin sans nécessairement être un très bon coup de patin en ce qui me concerne. La qualité première, par exemple, dans son cas, c'est son lancer. Il a un très bon lancer, violent, la petite cuillère, le petit toe drag, il est capable de varier ses angles de tir, il est capable de lancer la rondelle un peu partout sur la patinoire, un peu partout vers le filet, capable de décocher du revers aussi, même si c'est pas nécessairement un lancer du revers élite, comme certains qu'on a pu voir à la Bedard, à la Mishkov et des choses comme ça. Donc, je trouve que lui, ça lui donne beaucoup de qualité près du filet aussi. Donc, si il y a la rondelle sur sa palette, ça devient très dangereux de le contenir ou en fait de
pour les gardiens d'anticiper un peu qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il est capable de décocher des bons lancers. Mais il a une capacité aussi de remettre la rondelle à des coéquipiers. Je veux pas dire que c'est sous-estimé parce que oui, bon, cette année, il y a quand même 50 mentions d'aide dans 67 matchs. Il en a rajouté 10 autres en 10 matchs éliminatoires. Le problème, c'est que je pense que parfois, c'est pas nécessairement... c'est pas un manque de vision, c'est peut-être parfois un manque d'exécution dans mon cas qui fait en sorte que peut-être le jeu de passe de Jaeger, même s'il est bon à mes yeux, peut-être même très bon, en tout cas entre bon et très bon, je trouve que des fois, bon, c'est peut-être pas la qualité première pour lui. Puis j'aimerais peut-être qu'il améliore un peu ça, parce que c'est pas nécessairement une facette de son jeu qui va... En fait, c'est sûr qu'il va utiliser son lancer au prochain niveau, mais je pense qu'avec une capacité à être encore meilleur comme fabricant de jeu pour trouver ses coéquipiers, pour tenter des passes vraiment à travers les boîtes, à travers les lignes à travers les bâtons, une belle ligne de passe pour donner des occasions de marquer. Je pense que ça va justement ajouter un peu plus de danger dans son jeu. Donc ça va le rendre très difficile à couvrir, très difficile à contenir. Donc pour moi, Jaeger, c'est ça. Malheureusement, c'est la raison pourquoi il a baissé, c'est que, et puis comme je mentionnais en série, ça s'est vraiment amélioré, ils ont été très bons ensemble, mais je trouvais que Jaeger par moment c'était un petit manque d'analyse, par moment un petit peu de manque d'intensité, un petit peu de manque de chien. Puis ça m'a un petit peu titillé. Il n'a pas connu un bon début de saison, donc c'est sûr que ça aussi, ça a été difficile au début. Quand on le classait, disons, 4e, 5e, moi je l'avais 4e sur ma liste de juin, je l'avais 5e sur ma liste préliminaire. Quand on voit un début de saison comme ça, les premiers mois un peu difficiles, il y a de la misère à se mettre en marche. C'est difficile de le laisser dans ces eaux-là, dans ce top 5-là. Puis surtout qu'il y en a d'autres qui ont monté, évidemment. D'autres qui ont connu de très bonnes saisons, une belle progression. Donc, dans le cas de Jaeger, je veux respecter ce qu'il a fait par le passé. Je veux respecter ce qu'il a fait quand même dans l'ensemble cette année et surtout en série. Donc, c'est la raison pourquoi moi je l'ai devant Dalibor Dvorsky. Je pense que les deux sont, bon, on le sait, two-way. J'ai l'impression que Dvorsky va être un petit peu plus efficace défensivement, mais je pense que Jaeger a ce potentiel offensif qu'on a peut-être perdu du côté de Dvorsky. J'ai l'impression que Jaeger peut être un petit peu plus assuré de son potentiel offensif. Donc pour moi, un gars qui est deux joueurs qui sont bons défensivement ou qui sont capables d'être impliqués dans les trois zones, dans les deux sens, je vais quand même prendre le joueur qui est plus offensif, en tout cas en ce qui me concerne, pour mon classement. Donc c'est la raison pourquoi j'ai Dvorsky 11 et Jaeger 10. Et c'est la raison pourquoi j'ai laissé Jaeger dans mon top 10. Je pense qu'il y a... ça ne joue pas à grand-chose. Je pense que Dvorsky a un bon dossier pour le dépasser. Mais étant donné que j'ai toujours eu Jaeger devant Dvorsky dans ma liste depuis le mois de juin, puis que les deux ont eu un peu des saisons pas nécessairement de qualité tout le long, je pense que de mon côté, c'était plus normal que je laisse Jaeger devant. Puis Jaeger est quand même un peu plus petit. Donc, j'aimerais qu'il prenne la masse, j'aimerais qu'il ajoute un peu ce côté physique ou ce côté un peu plus de chien qu'on voit du côté des joueurs qui sont moins gros, dont Zach Benson, dont on va reparler un petit peu plus tard. Au 9e rang, c'est le grand défenseur russe Dimitri Simachev. Puis je pense que si vous m'avez suivi aussi pendant toute la saison, vous savez à quel point Simachev il y a eu une montée fulgurante aussi dans mon classement. C'est devenu un défenseur que je pense au fur et à mesure qu'on l'a vu cette année, ça a été facile de le monter rapidement parce que son jeu défensif a été extraordinaire. Son jeu défensif a été élite en ce qui me concerne. Et c'est pour ça que c'est le meilleur défenseur de ma liste, 9e en ce moment. J'avais pas d'autre choix de le mettre dans mon top 10. Puis j'avais pas d'autre choix non plus de le mettre comme numéro 1 du côté de défenseur parce que c'est vraiment une qualité qu'on note beaucoup. C'est sa fluidité sur patin qui fait en sorte que défensivement, il est pratiquement intouchable.
Il se fait rarement déborder, il se fait rarement mettre à contre-pied. Sa capacité à freiner des deux côtés, à freiner plusieurs fois consécutivement, donc 1-2, il est rapide, il est efficace, il est agile, il est mobile. Moi, Dimitri Simachev, pour un défenseur de 6 pieds 4, 200 livres, on n'en a pas vu beaucoup dans les dernières années qui sont aussi agiles et aussi solides défensivement avec ce gabarit-là. Donc pour moi, 9e, c'était même pas une question. Le côté offensif, ça, c'était quelque chose qui, on dirait qu'il a semé un peu de controverse cette année du côté de Simachev parce qu'on regardait sa fiche Elite Prospects, évidemment, puis si vous ne regardez pas les matchs, vous voyez sa fiche, vous voyez qu'il y a des bagels partout, pas de points, 0, 0, 0, 0, 0 en 10, 12, 15 matchs. Donc là, les gens se demandent, voyons donc pourquoi un défenseur qui n'amène pas d'offensive est classé si haut, est classé top 20, top 10, top 15. Ben en fait, c'est pas la question des points dans le cas de Simachev, c'est la capacité quand même à faire progresser la rondelle qui est là. Après, toutes les circonstances qui ont mené au fait qu'il n'a pas nécessairement obtenu de points sur sa fiche dans les premiers matchs ou même dans les matchs rendus à un certain point dans la saison, il n'y avait pas beaucoup de points. Ça, c'est des affaires que je pourrais pas expliquer parce qu'on dirait que des fois, il a été malchanceux. On dirait qu'il y avait la 3e mention d'aide, donc ça paraissait toujours un peu mal. Mais pour un gars qui, cette année, a été un peu... On a critiqué un peu son jeu offensif avec le Yaroslav, en fait, le locomotive de Yaroslav. Il a changé d'équipe. Il était dans le Locomotive 76. Ensuite de ça, il a changé pour le Locomotive régulier, si vous voulez. Il a commencé à obtenir un peu plus de points, tout en étant extrêmement solide défensivement. Puis en série, tout à coup, ça a commencé à débloquer de son côté. Il est allé chercher un petit peu de points. Défensivement, il a été, encore une fois, sensationnel. Puis il ne faut pas oublier qu'il avait joué dans la KHL aussi cette année. Donc, c'était un peu difficile pour lui au début. Tu as un style de jeu, tu es un jeune défenseur, tu arrives dans la KHL, tu veux faire attention à ce que tu fais parce qu'on sait que, surtout en Russie, tu n'as pas beaucoup de temps de glace, tu n'as pas beaucoup d'occasions de te faire valoir. Donc, quand tu as ces minutes-là, tu veux vraiment t'en servir de la bonne façon. Puis lui, je trouvais que dans les matchs de la KHL, j'avais vu de Simachev, même s'il ne jouait pas beaucoup de minutes, c'était vraiment cette stabilité-là défensive qui revenait dans son cas. Là, évidemment, il s'en va dans la MHL, la Ligue de juniors en Russie. Et puis là, ça a été toute une autre histoire. Évidemment, on en a parlé, ses pivots sur patin, la façon dont il utilise son bâton pour contenir les attaques adverses, pour repousser les rondelles. Il utilise son corps, il est physique, protège la rondelle, toujours sécuritaire lorsque la rondelle est sur sa palette. Il prend des bonnes décisions, facilite les sorties de zone, facilite aussi la transition avec les attaquants. Donc, les passes sont là. Il est capable de faire... Il est quand même compétent en attaque aussi. Il se déplace bien sur la ligne bleue. Il n'y a pas un violent lancé. Donc, c'est un peu ça peut-être qui fait en sorte qu'il n'a pas été très impliqué côté avantage numérique. Mais il a une très bonne vision du jeu quand même. Donc, il est capable de savoir qui utiliser, où passer la rondelle, créer des occasions de marquer avec des petits mouvements, des petits déplacements. Donc pour moi, ça, Simachev, on l'a vu un peu pendant la saison. Bon, on l'a vu quand même beaucoup dans la saison. On l'a aussi vu beaucoup pendant les séries. Donc pour moi, ça s'équivalait aussi de ce côté-là. Donc tu as un défenseur qui est très élite défensivement. Puis moi, je pense qu'il y a un potentiel, un untapped potential offensif, quelque chose à gratter dans son cas, qui fait en sorte qu'il pourrait aller chercher une quarantaine de points dans la Ligue nationale parce que cette poussée offensive-là, cette montée offensive-là, il est capable de le faire parce qu'il y a un très bon coup de patin aussi. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer pourquoi les points ne sont pas venus cette année dans son cas, mais quand on le regardait, on voyait qu'il amenait quelque chose d'offensif, beaucoup plus que qu'est-ce que lui a montré sur la feuille de Elite Prospects ou de Hockey DB ou peu importe. Puis moi, Simachev, ce que je vois en lui, c'est un défenseur, probablement un bon numéro 2. Je pense que c'est le seul défenseur que je vois cette année qui pourrait se projeter sur une première paire. Puis j'ai l'impression que c'est un défenseur qui
va pouvoir créer des choses à l'attaque, mais qui va vraiment, tu vas pouvoir utiliser comme shutdown là, dans toutes les situations. Je reviens souvent à Victor Edmond parce que ça a été vraiment le prototype de défenseur qu'on a vu cette année en fait, dans les dernières années. Un gros défenseur qui était qui était mobile, qui était capable de jouer physique, qui était capable de s'impliquer offensivement, tout en étant extrêmement solide défensivement. Évidemment, je pense pas que Simachev il peut amener cette attaque-là, mais j'ai l'impression que le côté défensif peut être le même. Donc moi, Simachev, ce que je vois en lui, c'est un potentiel gagnant du trophée Norris et peut-être quelques fois même, peut-être pas juste un petit accident ici et là, peut-être 2-3 fois dans sa carrière. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai 9e. La raison pourquoi je ne l'ai pas plus haut, c'est que j'ai quand même un peu peur qu'il devienne simplement un gars de transition aussi à l'attaque. Donc extrêmement solide défensivement, mais qu'à l'attaque, il ne soit pas nécessairement le plus impliqué à l'attaque. Donc pour moi, ça me freine un peu de le monter dans mon... J'avais un top 8 qui était difficile à percer. Puis je pense que c'est encore l'inquiétude de Simachev de ce côté-là. Un peu comme Sandin Pellikka que j'ai, puis je les compare pas, mais Sandin Pellikka, j'ai peur qu'il soit bon pour amener la rondelle de sa zone à l'autre zone, à travers la zone neutre aussi. Mais j'ai peur que d'un coup qu'il soit installé, que ça soit pas nécessairement le plus impliqué pour produire des points, pour aider à marquer des buts. Donc j'ai peur que Dimitri Simachev devienne un peu ce défenseur-là aussi. Mais si jamais il devait développer ce côté-là offensif, puis vraiment devenir un gars impliqué offensivement, Simachev, pour moi, c'est un défenseur qui aurait peut-être pu mériter un 6e, 7e choix, 5e, peut-être même si si Reinbacher est dans la discussion pour le 5e choix, pour moi, Simachev pourrait donc être dans la discussion pour le 5e choix. Ouais, Dimitri Simachev, 9e sur ma liste. Je l'ai vu 19 fois cette année. Puis, il n'y a pas eu beaucoup de matchs où j'ai trouvé qu'il était... En fait, je pense pas qu'il y a eu un match où j'ai trouvé qu'il avait été mauvais. Tous les matchs, c'était de bon à très bon, à même excellent dans certains cas. Surtout en série, il y a eu 2 matchs en particulier où il a été assez solide, merci. Au 8e rang, j'ai l'attaquant américain Oliver Moore, qui était 8e aussi au mois de février dans ma liste de mi-saison. Je pense que dans le cas de... Bon, je vais tout de suite le mentionner, je parlais d'un top 8 qui était difficile à percer. Il n'y aura pas de surprise. Le top 8 que j'ai en ce moment, c'est le même top 8 que j'avais au mois de février. Donc, faites-vous pas d'illusions, ça va être les mêmes joueurs. Mais ça ne m'empêche pas quand même de vous expliquer pourquoi ils sont là. Même si on en a parlé beaucoup, je vais quand même vous donner la raison pourquoi ils sont là. Puis dans le cas d'Oliver Moore, ce que moi j'ai aimé de lui cette année, ce que j'ai aimé aussi dans sa progression, c'est que au début de l'année, évidemment, il était en compagnie de Danny Nelson. On l'a vu un peu à l'aile aussi. Danny Nelson a joué au centre quelques matchs. Ensuite de ça, Moore a été vraiment le centre de ce trio-là. Il a joué avec Danny Nelson. Puis ensuite de ça, du côté droit, c'était un peu les portes tournantes. Il y a eu Bernevic, il y a eu Will Vogt, Ryan Fine. Bref, on essayait de trouver peut-être une ligne directrice sur ce trio-là du côté droit. Peut-être un joueur un petit peu plus grinder, un joueur qui viendrait peut-être créer un peu plus d'espace pour un gars talentueux aussi comme Moore. Mais un gars aussi rapide comme Moore, je pense que c'est le meilleur coup de patin du repêchage. Dans mon cas, Moore, selon moi, c'est lui le meilleur. Puis c'est aussi le fait qu'il est dynamique, il est impliqué, il a le moteur qui roule beaucoup. Donc, les rondelles libres, il va les chercher quand c'est sur le long de la bande. Il est impliqué, pas peur d'attaquer les défenseurs lorsque la rondelle est sur sa palette en vitesse, pas peur d'essayer de les feinter, de foncer au filet. Il est très nord-sud, très peu de dentelle. Oui, il a de bonnes mains, puis bon, il essaye de faire des feintes et des choses comme ça, mais souvent, on essaye d'y aller directement du point A au point B dans le cas de Moore. Et puis moi, ça, j'aime ça. Je pense que là, vous commencez à me connaître. Moi, des joueurs qui se simplifient le jeu, qui amènent la rondelle au filet, puis qui sont capables de comprendre où ça se marque des buts, puis où ça devient dangereux pour les défensives adverses de se faire prendre à contre-pied, puis à se faire prendre aussi avec une rondelle dans l'enclave des joueurs oubliés. Donc, moi, lui, il comprend ça.
Désavantage numérique, c'est un des meilleurs joueurs de tout le repêchage des avantages numériques. Puis c'est pas surprenant parce que oui, il a cette capacité d'être solide avec l'anticipation, avec la récupération de rondelles le long des bandes, mais c'est que quand il a la rondelle sur la palette, il reçoit une passe d'un coéquipier, puis que là, l'interrupteur se met en marche, puis que là, le patin se met à rouler. Là, à ce moment-là, c'est très difficile pour les défenseurs d'arriver à son niveau côté patin. Puis encore pire, s'il réussit à récupérer une rondelle à la ligne bleue, puis que le défenseur doit pivoter, puis ensuite de ça, c'est une course à 1 contre 1. Oubliez ça, Moore, c'est sûr et certain qu'il s'en va il laisse le défenseur dans la brume, puis il s'en va en échapper, ou il crée un 2 contre 1. Ce qui a été intéressant aussi avec lui, c'est qu'il jouait avec Ryan Leonard, donc les deux sur le désavantage numérique, on les a vus ensemble. Donc les deux en désavantage numérique, c'était vraiment du talent, de l'anticipation, du caractère. Puis dans le cas de Moore, évidemment, c'était aussi de la vitesse. Je pense qu'il y a quand même une bonne créativité offensive, Moore, mais qu'on a peut-être un peu moins vu. C'est sûr que c'est pas au niveau de Perreault, c'est pas au niveau de Will Smith, mais je pense qu'on était capable de le voir avec la rondelle qui était capable de créer des choses, même si souvent il utilise le jeu relativement simple. À la fin de l'année, vers la fin de l'année, il a ajouté 2 joueurs sur son trio, des joueurs du U17, donc James Higgins, qui est un potentiel premier choix au total pour 2025, et Cole Eiserman du côté droit, ensuite de ça, qui lui est un potentiel premier choix pour 2024. Je pense que on s'attendait à de grandes choses de ce trio-là, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Oliver Moore a été peut-être un petit peu, je veux pas dire qu'il a été relégué, mais dans le sens que Cole Eiserman puis James Higgins, ils se connaissent déjà bien, puis je pense qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de Oliver Moore pour produire. Donc, pas que Oliver Moore n'a pas été bon avec eux, mais je pense qu'on a vu à quel point que Cole Eiserman, à son arrivée, évidemment, c'est un marqueur naturel, peut-être un genre de Austin Matthews, puis ensuite de ça, tu as James Higgins qui, lui, a des qualités de passeur excellentes aussi, une vision incroyable. Donc, à ce moment-là, Moore ça devenait un peu pas le joueur, le troisième joueur le plus talentueux de ce trio-là, peut-être, là, en tout respect pour lui, parce qu'il y a beaucoup de talent. C'est ça, c'était peut-être moins nécessaire pour lui de créer des choses, alors que quand il jouait avec Nelson ou Bernevic ou Will Vogt ou des gars comme ça, c'était un peu plus... Moore devait en faire un petit peu plus avec la rondelle. J'ai aimé son travail au U18. Je pense qu'encore une fois, comme centre de deuxième trio, comme joueur de soutien, entre guillemets, à ce trio-là de Smith, Perreault, Leonard, je trouve qu'il a fait du bon travail. Évidemment, les États-Unis, sont allés chercher une victoire en prolongation contre la Suède. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a été bon. J'ai trouvé qu'il s'est concentré aussi sur son jeu défensif. Donc, pour moi... oui, c'était facile de s'emballer avec l'attaque du premier trio, mais je pense que Moore est arrivé avec une belle mentalité pour ce tournoi-là, de vraiment ajouter de l'attaque, mais prendre un peu les bouchées doubles en défensive. Puis c'est pas pour rien qu'un gars comme Nelson aussi a eu du succès dans ce tournoi-là. Je pense qu'il a redoré son blason dans ce tournoi-là. Puis il a peut-être remonté dans certaines listes aussi, parce que évidemment, il y a eu cette capacité-là à produire dans des moments. Puis Moore aussi a été impliqué dans cette production-là, avec Eiserman qui était là aussi du côté de l'avantage numérique. Puis donc pour moi, ça a été un bon travail de Oliver Moore dans ce tournoi-là. Je trouve qu'il y a un très bon lancer aussi, Oliver Moore. Des fois, ça sort rapidement dans le haut du filet. J'ai regardé quelques matchs où il a donné aucune chance au gardien. Donc pour moi, Oliver Moore, c'est... Je veux pas dire, il a été comparé, Pete Krupski, qui est le descripteur des matchs du programme, l'a comparé à Dylan Larkin. Puis moi, je voyais cette comparaison-là dans une certaine mesure. Je pense que défensivement, il est excellent. À l'attaque, évidemment, il a le potentiel offensif, il a le potentiel de contrôle de rondelles, d'explosion, de tir. Donc ça, c'est parfait. Est-ce qu'il va pouvoir amener un 80 points dans la Ligue nationale? Je sais pas. J'aime penser qu'il y a une possibilité de le faire, un peu comme Isaac Howard que j'avais l'année passée dans le top 10. J'ai l'impression qu'il est capable de le faire offensivement, qu'il est capable de créer des choses offensivement. Juste par sa vitesse, même déjà en partant, genre son accélération.
ça va déjà mettre beaucoup de défenseurs sur les talons. Puis même déjà dans la Ligue nationale, il serait déjà capable de le faire, d'en attaquer plusieurs, puis de les mettre dans le pétrin. Moi, ce que j'ai un peu moins aimé de Moore cette année, puis c'est pas une grosse critique, c'est que j'ai trouvé parfois que c'était pas nécessairement les bonnes décisions parfois en offensive. Des fois, oui, c'est correct d'être simple. Des fois, j'aurais aimé qu'il prenne un peu plus son temps, mais en même temps, c'est quand tu as une capacité quand tu as une vitesse comme ça, une capacité de battre des gardiens avec un bon lancer et tout ça, je comprends aussi le fait que ça soit plus simple d'aller amener ça au filet puis vraiment essayer de envoyer des rondelles au filet pour battre le gardien, mais pour créer des retours aussi ou des choses comme ça. Donc, c'est pas une grosse critique, mais pour moi, c'est ça. C'était parmi les joueurs que j'ai du programme américain dans mon top 10. Je pouvais pas le mettre plus haut que les autres parce que je pense que il y avait ce petit manque je veux pas dire d'intelligence là, mais de lucidité offensive, si vous voulez. Peut-être cette créativité-là par moment qui m'avait dérangé, mais c'est encore une fois, comme je dis, c'est vraiment très minime. Donc pour moi, Oliver Moore, je pense un bon centre de deuxième trio dans la Ligue nationale. Un solidifier vraiment ton top 6. Puis, tu sais, on sait jamais, hein, des fois, en série, on a besoin de joueurs comme ça, de joueurs de centre qui sont capables d'amener de l'attaque, mais aussi qui sont là pour faire du shutdown de trio, être capable de matcher n'importe quel trio contre n'importe qui. Puis même si tu joues contre Connor McDavid, tu as un gars comme Oliver Moore. Là, évidemment, je ne veux pas dire qu'Oliver Moore, à 18 ans, est capable de contrer McDavid, mais si peut-être tu arrives dans 7-8 ans, puis Oliver Moore a atteint un niveau de jeu de très haut niveau offensivement et un niveau de jeu élevé aussi en défensive, ça te fait moins mal de le faire jouer contre des gars comme McDavid ou des gars qui sont bons offensivement, qui sont capables de faire du dommage, des Kucherov, des joueurs comme ça. Donc pour moi, Oliver Moore, c'est ce que je vois de lui. C'est la raison pourquoi je l'ai 8e. Au 7e rang, évidemment, j'ai l'autre Américain, en fait un autre Américain, il n'y en a pas juste un, mais c'est Ryan Leonard, un ailier qui, lui aussi, cette année, je pense que ça a été une très belle révélation parce que quand que je l'avais regardé l'année passée, je ne l'avais pas mis dans mon top 32 du mois de juin, donc top 32 préliminaire. Contrairement à Moore, même que je viens qu'on vient de parler, que lui, moi, je l'avais 29e. Perrault n'était pas là non plus. Donc, Ryan Leonard, ça a été une belle révélation cette année parce que dès les premiers matchs que j'ai regardés du programme, tu pouvais tout de suite voir à quel point ce joueur-là a un prototype. En fait, c'est un joueur, un prototype parfait pour la Ligue nationale. J'ai bien de la difficulté à me dire que ce joueur-là va pas jouer dans la Ligue nationale. En fait, je serais même très surpris. Là, je serais prêt à gager beaucoup de choses qu'il va jouer dans la Ligue nationale un jour parce que dans le cas de Leonard, c'est un joueur simple. Puis je dis pas ça d'une façon péjorative. Je dis ça d'une façon que à tous les matchs, à toutes les présences, tu vas savoir à quoi t'attendre d'un gars comme ça. Ryan Leonard, c'est un joueur qui, premièrement, a une énergie, une intensité, une combativité. Il est un peu baveux même. On l'a vu dans certains matchs, il se faisait bousculer, il commençait à faire du blabla avec certains adversaires. Puis là, tout à coup, il devenait encore meilleur. Donc, c'est un joueur qui c'est un gamer, c'est un joueur que tu vas avoir besoin pour t'amener en série, puis tu vas avoir c'est un joueur que tu vas avoir besoin pour passer à travers les séries. Donc, tu sais que Ryan Leonard, peu importe contre qui il va jouer, peu importe le moment, peu importe qui est devant lui, il va t'en donner, puis il va t'en donner beaucoup. Puis ça, veut pas, c'est des qualités de leadership, évidemment, mais veut pas, quand tu vois un joueur comme ça, tu es au banc, puis tu vois un joueur comme ça qui en donne, qui bloque des tirs, qui donne des mises en échec, qui fonce au filet, reçoit des coups de bâton, reçoit un gant au visage, commence à jaser, ça n'a pas le choix de te fournir une étincelle au banc. Puis ça fait en sorte que ça tire tout le monde vers le haut. Donc pour moi, Ryan Leonard, c'est ça. Puis évidemment, c'est pas juste ça dans mon cas. Je pense que Leonard, il a un bon coup de patin, mais c'est surtout
son désir de foncer au filet, son désir de baisser l'épaule, d'aller attaquer le devant du filet, d'aller attaquer l'enclave. Ça, c'est une de ses plus grandes qualités, sans compter son lancer. Il a la rondelle sur la palette dans des zones dangereuses, il va tirer au filet. Si tu lui donnes l'occasion de finir un jeu, il va tirer au filet, il va le finir le jeu. Donc pour moi, Ryan Leonard, c'est pas uniquement aussi un agitateur, entre guillemets. C'est un joueur qui a du talent, puis un joueur qui va être productif dans la Ligue nationale parce qu'il y a déjà une compréhension de qu'est-ce que ça prend pour marquer des buts, où tu dois te placer pour marquer des buts, qu'est-ce que tu dois faire pour te positionner à des endroits dangereux. Travaille bien le long de la bande, travaille bien devant le filet, travaille bien évidemment au haut des cercles. Dans son territoire, je pense que c'est lui qui faisait le plus gros du travail défensif sur ce trio-là. Je viens d'en parler avec Oliver Moore. En désavantage numérique, il a été excellent. Il jouait justement avec Moore aussi par moment sur le désavantage numérique. Les deux réussissaient même à se créer des occasions, beaucoup même. Il n'y a pas une mauvaise vision, il n'y a pas une mauvaise créativité. C'est peut-être des choses qu'il va devoir améliorer. Puis c'est peut-être des choses aussi qui font en sorte que je ne sais pas à quel point son plafond offensif peut être très élevé. En fait, mettons du 70 points pour Ryan Leonard, c'est quelque chose que je pourrais envisager dans son cas, mais c'est tout l'enrobage qui vient avec lui qui fait en sorte que c'est 60, 65 points, c'est des saisons, c'est des bonnes saisons, c'est des saisons que des joueurs de deuxième trio réussissent à obtenir quand même aisément dans plusieurs cas. Mais si en plus de ça, tu réussis à avoir un gars qui t'amène de l'énergie, de l'intensité, qui est combatif, puis des choses comme ça, c'est là que sa valeur augmente, c'est là que son impact augmente. Puis je pense que dans le cas de Ryan Leonard, c'est directement ça qu'on voit. Je pense qu'il a été... c'était facile un peu de tomber en arrière parce que, Will Smith, cette année, énormément de points. Gabriel Perreault a battu des records de points aussi. Puis Leonard, c'était pas nécessairement ce gars-là qui allait ramasser la centaine de points, si vous voulez, comme ses deux coéquipiers l'ont fait. Mais vous l'avez vu au championnat mondial des moins de 18 ans, il était là. Il était avec ses coéquipiers côté points. C'est lui qui a marqué le but vainqueur aussi en prolongation. Évidemment, c'était un but qui n'aurait peut-être pas dû rentrer, mais quand même. Puis c'était lui aussi qui était le joueur qui amenait de l'espace, selon moi, à ses deux coéquipiers. Facilitait peut-être le travail de Perreault avec la rondelle, facilitait le travail de Smith avec la rondelle, tout en étant évidemment très compétent offensivement. Donc, c'était pas nécessairement le gars qui faisait juste donner de l'espace puis faire des petits tap-ins. La rondelle arrivait sur sa palette, il y avait juste à la déposer devant le filet. C'était beaucoup plus de la déposer dans le filet. C'est beaucoup plus que ça, Ryan Leonard. Puis dans sa cinquantaine de buts qu'il a marqué cette année, je peux vous dire que son lancer aussi a été utilisé à plusieurs reprises. Puis il a pas été. C'était pas nécessairement juste du ramassage de vidange. Puis même Ryan Leonard, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'on l'avait vu l'année dernière aussi, au championnat mondial des moins de 18 ans. Puis déjà, il avait annoncé ses couleurs. C'était lui qui avait été aussi impliqué offensivement. Il avait marqué des buts, donc des buts quand même assez importants. Je pense qu'il avait marqué 5 buts dans le tournoi l'année passée. Donc, pour un gars comme Leonard, moi, j'ai pas de problème à le voir arriver dans une équipe dans 2 ans, dans 3 ans, puis tout de suite l'installer sur un deuxième trio, puis voir vraiment jusqu'où il peut aller en termes de joueur offensif, mais où son développement peut s'amener côté impact général d'une équipe. Il est déjà il est 5 pieds 11, environ 185 livres. Donc déjà un gabarit appréciable aussi. Il va jouer, évidemment, il va s'amener à probablement 6 pieds 190, 195. Donc pour moi, Ryan Leonard, il n'y a même pas de question. C'est sûr et certain que je saute sur un joueur comme ça.
Le côté papier sablé, le côté rugueux. Moi, il n'y a même pas de repensez-y, c'est sûr et certain que ça serait mon choix. La raison pourquoi j'aurais de la misère à le prendre au 5e rang, son nom est revenu dans les discussions pour le Canadien, j'aurais de la misère à le prendre au 5e rang parce que je pense que le côté offensif des gars que j'ai devant lui est trop. L'écart est quand même un peu grand par rapport à ce que je projette d'un gars comme Leonard, puis par rapport à ce que certains joueurs peuvent amener aussi en fait grit. Donc, moi, je ne le prendrais pas 5e, mais c'est sûr et certain que si le Canadien décide de prendre Leonard au 5e rang, je ne serais pas déçu parce que je pense qu'on va tout de suite, ça va devenir tout de suite un des favoris quand il va jouer dans la nationale. Un peu comme Gallagher l'a été au début, puis je ne les compare pas, mais Gallagher, ça a été ça. Il est rentré dans la Ligue nationale. Le Canadien, il a fait de belles choses avec l'équipe, puis rapidement a été un favori de la foule. Je pense que Leonard, c'est la même chose. Peut-être un Gallagher, mais encore pas mal meilleur, avec de meilleures mains. Puis évidemment, il y a le gabarit, il va avoir le physique de l'emploi pour être encore plus tannant à l'attaque. Donc Ryan Leonard, 7e rang sur ma liste. Et puis je pense qu'il y a une équipe qui va être très contente de l'avoir. Peut-être même les Red Wings, une équipe comme ça. Donc à vérifier dans son cas. Au 6e rang, je complète le trio américain avec le joueur de centre Will Smith. Will Smith, c'est le meilleur des trois en ce qui me concerne. C'est le meilleur du programme en ce qui me concerne. Malgré quelques petites lacunes dont on va parler un peu plus tard. Mais pour moi, Will Smith, c'est tout ce qui est créativité, tout ce qui est vision, contrôle de rondelle incroyable, capacité à manipuler les défensives, capacité à mettre les défensives, en fait, tout le monde sur les talons. Tu sais que s'il s'en vient devant toi, il peut te servir une feinte, il peut te sortir de tes souliers. Tu sais que s'il arrive devant toi, puis là, ensuite de ça, tu réussis quand même à le contenir. Il peut ralentir le jeu, il peut faire déplacer les joueurs, déplacer les boîtes, trouver des coéquipiers. Il peut lui-même s'échapper d'une couverture, puis ensuite de ça, se blottir derrière les défenseurs, se positionner dans l'enclave. Il a un très bon lancer aussi, donc naturellement, cette touche offensive-là, élite, c'est difficile à passer par-dessus. Puis dans le cas de Will Smith, c'est une façon de créer de l'attaque diversifiée. C'est beaucoup de façons d'amener la rondelle au filet. C'est beaucoup de façons d'aider ses coéquipiers à être dangereux, à être positionné dans des endroits dangereux. Donc Will Smith, tu sais, je le regarde puis je me dis, ce gars-là, ça va être un producteur de points selon moi dans la Ligue nationale. J'ai beaucoup de difficultés à voir un gars comme Will Smith terminer avec des saisons de 40-45 points dans la Ligue nationale. C'est vraiment le genre de joueur qui, tu peux le ramasser, mettons, au 5e rang, puis que ça va peut-être être ton gars qui va te faire 100 points dans... Évidemment, j'exclus Bedard, puis peut-être Fantilli, ou Mishkov, mais Will Smith, si tu le repêches au 5e rang, tu as un potentiel de gars de 90-100 points sur tes mains, dans tes mains. Puis j'ai essayé de... quand je le regarde, c'est un genre de croisement un peu entre Logan Cooley, Matthew Savoy, Ken Johnson. C'est un peu particulier parce qu'il y a cette capacité à créer des choses, à faire des jeux de finesse, des jeux que pratiquement personne dans ce repêchage-là sont capables de faire. Puis ensuite de ça, donner la rondelle pour une occasion de marquer à un coéquipier. Ça, Logan Cooley, l'année passée, l'a très bien fait. La différence, c'est que Logan Cooley était un bon centre two-way. Ce que Will Smith n'est pas, c'est que l'engagement défensif n'est pas nécessairement là. Très suspect défensivement, un petit peu perdu par moment, pas physique. Donc déjà à la base, ce côté défensif-là est un petit peu plus compliqué. Puis la raison pourquoi j'amène Savoy dans l'équation, c'est ça. C'est que Savoy, c'était un peu la même chose. C'est que c'était un joueur
qu'on voyait au centre, qu'on pensait évidemment qu'elle allait se développer au centre, mais qui serait beaucoup plus efficace à l'aile. Puis moi, c'est ce que je vois de Will Smith, c'est que j'ai l'impression que pour lui enlever un peu ce rôle-là d'attaquant, de centre défensif qui doit, ben pas centre défensif, mais centre qui est capable de jouer en défensive, qui est capable de venir appuyer les défenseurs, de venir soutirer des rondelles à des adversaires avec son bâton ou même physiquement. Je trouve qu'il serait loin de son filet en étant joueur de centre. Il serait souvent derrière, il serait loin du filet adverse, il serait souvent derrière son filet. Il serait souvent... c'est lui qui amorcerait un peu l'attaque, mais on ne pourrait pas profiter nécessairement de ses mains, de sa créativité, parce que en plus de ça, il n'est pas nécessairement le plus rapide. Donc, ça serait peut-être toujours je ne veux pas dire toujours, mais ça serait un peu le troisième homme. Donc, il faudrait qu'il arrive en trailer. Puis à ce moment-là, ça serait peut-être plus le joueur qui viendrait décocher le tir pour prendre un retour. Mais moi, ce que je veux voir de Will Smith, c'est plus le contrôle de rondelle. C'est plus le fait d'arriver en zone adverse avec la rondelle. Puis que là, tu sais jamais qu'est-ce qu'il va faire, mais tu sais qu'il y a d'un gros pourcentage de chances que ça soit un très bon jeu offensif, un très bon jeu qui va créer une occasion de marquer. Puis c'est là aussi où j'amène Ken Johnson dans la discussion, c'est que le côté... Johnson, bon, il est capable de jouer au centre sans nécessairement être très bon défensivement. Sauf que, évidemment, c'est ça, c'est que lui, il a aussi cette capacité-là à prendre la rondelle, puis à la transporter, puis à l'amener en territoire ennemi, puis ensuite de ça, travailler avec ce qu'on lui donne, puis, dans certains cas, créer quelque chose qu'on ne lui avait pas donné au début, puis que tout à coup, on lui donne. Donc, il prend cet espace-là où il va réussir à utiliser un coéquipier pour mettre les défenseurs adverses dans une position difficile. Donc, pour moi, c'est ça. Puis, évidemment, il y a cette capacité-là à décocher un bon lancer du côté de Will Smith qui fait en sorte que les qualités offensives sont très élevées. Puis, tu peux l'utiliser en avantage numérique pour décocher des lancers. Tu peux l'utiliser à la pointe. Mais assurément, tu vas falloir que tu l'utilises parce que tu le sais qu'il va créer des choses offensivement. Donc, pour moi, Will Smith, c'est tout ce potentiel offensif-là qui fait en sorte qu'il est attrayant. Puis, c'est ce qui fait en sorte que pour moi, c'est le 6e parce que oui, tu as des petites lacunes défensives, mais en même temps, il est là pour faire des points. Puis s'il est capable d'aller ramasser 90 points dans la Ligue nationale, c'est un petit peu moins tannant d'avoir quelques petites lacunes défensives parce qu'en fin de compte, quand la saison va être terminée, il va probablement t'avoir donné 20-25 buts de plus que qu'est-ce qu'il va t'en avoir coûté. On entre maintenant dans le top 5 et puis on commence ça avec l'attaquant du Ice de Winnipeg, Zach Benson. Zach Benson, ben, je pense que lui aussi, on en a parlé beaucoup depuis le début de l'année. On en a parlé beaucoup récemment aussi, étant donné qu'il est dans le range du Canadien. Puis Zach Benson, là, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient... En fait, c'est pas le problème que j'ai avec lui, c'est que le problème que j'ai avec les gens, c'est que les gens disent « Ah oui, mais il est petit, il a pas un bon coup de patin. » Ou bon, là, on a commencé à lui sortir des défauts. Mais si vous avez vu Zach Benson, je vais vous dire que c'est pas parce qu'il est 5 pieds 10, 160 livres qu'il joue comme s'il était 5 pieds 10, 160 livres. Il y a beaucoup de cœur. Tu sais, la qualité élite de Benson, oui, ok, il a de très bonnes mains, puis il est créatif, puis il est excellent en zone ennemie, mais juste le fait d'être combatif, d'avoir du cœur, d'avoir cette intensité-là, un autre gamer, un autre gars qui est là pour gagner. Ça, c'est une qualité élite pour Benson. Puis je sais pas s'il va faire 100 points dans la Ligue nationale, mais moi, ce que je sais, c'est que, un peu comme Leonard dont on vient de parler, c'est qu'à toutes les fois qu'il va être sur la glace, il va se passer quelque chose, ou à toutes les fois qu'il va être sur la glace, tu sais qu'il va te donner, il va se vider au maximum. Parce que c'est rare dans la WHL depuis son arrivée il y a 2 ans
pendant la saison de la COVID, que Benson était pas impliqué. T'sais, même à 16 ans, le jeune, il était toujours parmi les plus intenses sur la patinoire. Les plus. Tu sais, même, je veux même dire physique, mais pas dans le sens de donner des mises en échec percutantes, mais physique dans le sens d'initier le contact, dans le sens d'aller chercher les rondelles, peu importe où elles sont, même les protéger. Tu sais, vous l'avez vu, vous le voyez par moment, on l'a vu en finale aussi. Il était capable de protéger la rondelle, il était capable de la sortir de la zone lui-même, mais il était capable aussi de la garder en sa possession, que ce soit dans la zone neutre ou en zone ennemie. Même derrière le filet, combatif devant le filet. Zach Benson, pour moi, c'est une valeur sûre comme joueur de la Ligue nationale. Puis, son patin, moi, je suis pas d'accord. Il n'y a pas un mauvais coup de patin. Est-ce que ça pourrait être meilleur pour son gabarit? Est-ce qu'on aimerait qu'un joueur de 5 pieds 10, 160 livres soit plus rapide sur patin, plus explosif? Probablement. Mais, en même temps, c'est quand même un bon patineur. Je trouve qu'il a un bon patin, il se déplace bien, il est rapide, il est capable de créer de la séparation par rapport à ses adversaires. Je trouve qu'il y a une agilité sur patin aussi qui fait en sorte que des fois, il va arriver, il va être contré un peu par un défenseur, peut-être même plus gros que lui, mais il est capable de ralentir, d'appliquer les freins, de se déplacer. Il est capable de se sortir un peu d'embarras, entre guillemets, avec son patin quand même, sans nécessairement être le plus mobile là, ou le plus rapide ou le plus explosif. Il est capable d'utiliser son patin pour créer des choses, pour rebâtir un peu une nouvelle attaque, recréer quelque chose où ça avait peut-être avorté il y a quelques secondes. Donc Zach Benson, il a cette capacité-là, en tout cas moi que j'ai trouvé. Puis c'est un joueur que j'ai même pas... je comprends même pas pourquoi il y a des réticences à son endroit, outre le fait qu'il est petit. Puis quand on me dit qu'il est petit, ben je comprends, mais quand tu veux bâtir une équipe, je comprends aussi que le petit gabarit, ça peut en ralentir quelques-uns. Mais au niveau de talent qu'il a, Zach Benson, avec ses mains, avec son tir, il est capable de connecter les jeux aussi, de faire progresser la rondelle, il est capable de pousser la rondelle vers l'avant, vers des coéquipiers, capable de les lancer en attaque. Il est capable de lui-même, évidemment, créer de l'attaque, Zach Benson, juste par son intensité puis le fait qu'il va dans les zones dangereuses, dans les zones payantes. Puis même des fois sur des 3 contre 2 ou des choses comme ça, il laisse la rondelle à un coéquipier, fonce au filet, fait reculer les défenseurs. Juste cette façon-là de toujours penser vers l'avant, toujours penser vers le filet, ça va ouvrir des occasions pour n'importe qui. Puis à ce moment-là, si tu as des gros gabarits qui ont du talent, comme le Canadien, mettons, avec Slavkovski, avec Kirby Dach, si Pierre-Luc Dubois arrive, c'en est un autre, ben Zach Benson, à ce moment-là, il est pas... tu sais, il y en a des gros joueurs aussi dans ton top 6. Si le Canadien développe son top 6 comme ça, avec Suzuki, Caulfield, Dach, Slavkovski, Dubois. Tu sais, Benson, ça deviendrait... C'est le deuxième joueur de plus petit gabarit sur ton top 6, mais ils jouent même pas sur le même trio. Caulfield et lui, ils joueront même pas ensemble. Donc, je vois pas en quoi ça devient difficile la projection de Benson avec le Canadien, alors qu'on sait que ce gars-là, premièrement, il a beaucoup de talent, puis deuxièmement, il a cette capacité-là à juste transporter les gens avec lui vers le combat, vers la guerre. Puis tu sais qu'en série, tu vas avoir besoin d'un gars comme ça. Puis défensivement, moi je trouve que Benson, lui aussi, il est efficace défensivement. Il est vraiment pas... tu sais, c'est pas nécessairement un joueur défensif élite, mais il est très compétent dans sa zone. Puis encore une fois, c'est son travail acharné qui fait en sorte que peu importe s'il est positionné, ou peut-être peu importe s'il n'y a pas l'avantage physique sur un joueur adverse,
ce désir-là, encore une fois, d'initier le contact, d'aller récupérer les rondelles, va faire en sorte qu'il va être capable de la faire sortir de la zone, qu'il va être capable de l'amener hors de danger. Puis là, s'il réussit en plus de ça à te la flipper derrière, puis là, il réussit à la récupérer en zone neutre, là, c'est encore plus dangereux. Parce que là, tu commences à... Premièrement, tu es à la remorque. Il faut que tu rattrapes ces gars-là qui sont en attaque, qui font une contre-attaque. Mais là, en plus de ça, ça devient dangereux parce que là, il peut te battre de plusieurs façons. Il peut feinter, il peut décocher des tirs, il peut passer. Il peut, encore une fois, utiliser ses coéquipiers pour lui-même se placer dans une position avantageuse. Donc, pour moi, Zach Benson, il n'y a même pas de discussion. J'ai eu de la difficulté à trouver des défauts cette année à Zach Benson encore. Même en série, il est revenu de blessure. Il y a eu une petite période où ça a été... le synchronisme revenait, une petite période, je ne veux pas dire adaptation, mais le niveau de jeu avait été haussé, donc tu dois t'amener à ce niveau-là. Mais il a encore une fois été un des meilleurs joueurs du Ice en série. Puis il l'avait été l'année passée, c'était lui qui avait été le meilleur joueur du Ice l'année passée en série, puis il n'avait même pas 18 ans. C'était son draft -1. Donc il vient d'avoir 18 ans, Zach Benson. Pour moi, c'est un choix facile au 5e rang. Si les 4 premiers sortent, le Canadien ne doit même pas hésiter. Mais en même temps, je comprends. Je comprends pourquoi ça peut être un cas plus... un petit cas de cheveux gris à cause de son petit gabarit. Mais je pense qu'à un moment donné, le but, c'est d'avoir des joueurs de talent. C'est le but de gagner. C'est le but, c'est d'avoir du caractère, d'avoir une attitude gagnante, une attitude difficile à affronter. Puis Zach Benson, pour moi, ça représente tout ça. Donc, 5e sur ma liste au mois de juin 2022. Baissé au 6e à mon classement préliminaire. Et puis, depuis le mois de février, il est 5e sur ma liste. Donc, Zach Benson, un choix facile selon moi. Le 4e joueur sur ma liste, c'est le Suédois Leo Carlsson. Un autre aussi, c'est difficile. Tu sais, les joueurs qui s'en viennent, c'est difficile pour moi de leur trouver des défauts, même si je sais qu'ils en ont. Évidemment, il n'y a pas d'espoir parfait. Mais dans le cas de Carlsson cette année, ce qu'il nous a montré dans peu importe les ligues, là, donc dans la SHL, il a participé au championnat mondial de hockey junior. Il a participé au championnat mondial de hockey. Il avait fait partie de la Linka Gretzky l'année passée, donc on l'avait vu. Ce qui est intéressant du côté de Leo Carlsson, c'est simple. C'est une capacité. T'as un gars de 6 pieds 3 qui pèse environ 195 livres. Puis, il patine super bien. Il a une façon de contrôler la rondelle qui est vraiment spectaculaire. Il a de très bonnes mains. Il est capable de te passer à travers avec ses mains. Il est capable de te déborder. Il a un très bon coup de patin. Il est capable de s'imposer physiquement. Très intelligent à l'attaque. Donc, il a la rondelle sur la palette. Il sait quoi faire avec. On dirait qu'il comprend déjà. Il y a une belle anticipation de qu'est-ce qui s'en vient. Il comprend déjà qu'est-ce qu'il doit faire pour peut-être amener la rondelle au filet qu'il y ait une occasion de marquer ou tout simplement trouver un coéquipier très intelligent, il a un hockey IQ élevé, mais c'est aussi le fait que c'est pas juste un joueur de centre ou un ailier qui est là comme passager. Il est impliqué un peu partout sur la patinoire. Défensivement, je le trouve très bon. On l'a vu beaucoup plus à l'aile cette année. Puis c'est pour ça qu'on s'est amusé à le dire. Là, c'est un ailier parce que il a été à l'aile pendant probablement le 3/4 de la saison, sinon plus. Puis tu te ramasses avec un gars comme lui qui est capable de jouer au centre, même si on le projette. Moi, je le projette au centre dans la Ligue nationale, mais on l'avait regardé beaucoup plus à l'aile. Puis à l'aile, il était très bon défensivement. Il était très bon en échec avant aussi. Il était capable d'aller tout de suite mettre de la pression sur les défenseurs. Il était capable d'aller essayer de provoquer des revirements. Il était capable de s'impliquer avec une petite mise en échec ici et là. Protection de rondelle très bonne. Il y a des gens qui l'ont comparé à Evgeny Malkin. Puis, c'est pas une comparaison que je déteste en ce qui me concerne. Je pense qu'il y a
cette capacité-là aussi à avoir le moteur. Parfois, là, Malkin, il jouait à un niveau très élevé. Le moteur était, quand il était en marche, là, c'était très difficile de l'arrêter. Donc, j'ai l'impression que Leo Carlsson, il a cette capacité-là aussi, offensivement, à faire la différence dans un match par son tir, par son niveau de jeu élevé offensivement, par sa capacité à rendre les autres meilleurs avec lui, puis à bien contrôler la rondelle. Donc, pour moi, Leo Carlsson, est-ce que il aurait pu être plus haut sur ma liste? C'est sûr. Il y avait, moi, je l'ai mentionné, de 2 à 5, je pense qu'ils étaient tous interchangeables en ce qui me concerne. Je pense que même dans le cas de Benson, il aurait pu avoir une discussion pour le deuxième rang, même si moi, je ne l'avais pas au deuxième rang. Mais Leo Carlsson, pour moi, je pense que s'il y avait un peu plus le chien de Fantilli, j'aurais pu le voir au deuxième rang. Dans ma liste, là, je ne dis pas qu'il ne va pas sortir au deuxième rang dans la Ligue nationale, mais je pense que où il manque un peu de chien du côté de Carlsson, puis où il manque un peu cette hargne physique-là, je pense qu'il la gagne un peu plus du côté de l'intelligence dans le cas de Carlsson. Je trouve que Carlsson est plus intelligent que Fantilli. Mais comme projection dans la Ligue nationale, j'aurais pas de misère à voir Carlsson comme premier centre dans la Ligue nationale. J'aurais pas de misère. Au pire, s'il joue à l'aile, il va jouer sur la première ligne aussi, de toute façon. Premier trio. J'ai pas de misère à voir ça dans son cas. Donc pour moi, Leo Carlsson, c'est vraiment un espoir qui est un autre valeur sûre. Je sais qu'il n'y a jamais rien de sûr dans le repêchage, mais pour avoir vu la manière dont il s'est comporté cette année en SHL, pour avoir vu la façon dont il a travaillé au championnat mondial de hockey junior, pour la Suède, il a été très bon, même si ce n'était pas nécessairement lui qui était le fer de lance de cette équipe-là. On l'a vu travailler au championnat mondial le senior, où il a été... il y a eu des matchs où ça a été plus tranquille, puis c'est correct. En même temps, c'est un jeune homme de 18 ans. C'est normal que ça soit un peu compliqué des fois contre des hommes. C'est un tournoi où peut-être que cette année, le niveau de jeu était peut-être un peu moins relevé que certaines années, mais je trouve que il a vraiment bien ressorti du côté de la Suède. Dans les matchs que j'ai vus, j'en ai pas regardé une dizaine, là, mais sauf que j'ai trouvé qu'il avait été très bon dans ce tournoi-là. Il a été capable de marquer des buts avec son lancer aussi. Il a été capable d'être engagé sur la patinoire. Puis c'est un peu aussi ce que j'ai vu dans la SHL, dans les matchs que j'ai vus en série. C'est un gars qui a été impliqué aussi. Puis c'est impressionnant de voir ça de la part d'un jeune de 18 ans parce que souvent, c'est facile en Suède de tasser ces jeunes-là puis leur donner seulement 6-7 minutes de jeu. Mais Carlsson, il en a tellement donné cette année pour cette équipe-là qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix. Ça aurait été à leur désavantage vraiment de le laisser de côté. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas beaucoup de défauts du côté de Carlsson, outre le fait que j'aimerais qu'il soit un petit peu plus physique, mais encore là, c'est même pas c'est pas un défaut en tant que tel. Donc, je le vois vraiment comme un centre de 80 points dans la Ligue nationale. Puis, en fait, il va se faire projeter comme un centre de 80 points dans la Ligue nationale. Donc, peu importe où il va jouer, pour moi, c'est un autre choix très, très sécuritaire en ce qui me concerne. Au troisième rang, j'ai l'attaquant russe Matvei Michkov. Et puis, vous allez comprendre maintenant peut-être pourquoi j'ai Michkov troisième devant Carlsson. C'est tout le potentiel offensif dans le cas de Michkov qui fait en sorte que j'ai pas vraiment le choix de le mettre troisième de mon côté. Évidemment, je comprends qu'il y en a qui l'ont peut-être plus bas et qui prennent en considération tout ce qui se passe alentour de lui depuis le début de son entrée, même dans la conversation l'année passée ou il y a 2 ans. On parlait déjà du fait qu'il était russe, on parlait déjà de son contrat, du fait que est-ce qu'il allait rester en Russie pendant plusieurs années, puis bon, le fait qu'il reste peut-être en Russie même pendant encore plus de temps que son contrat.
Ça, on en avait déjà parlé, mais moi, je suis là pour évaluer ce que je vois. Moi, la Russie qui vient de jouer dans la Ligue nationale dans 3 ans ou dans 8 ans, moi, ça ne change rien dans mon évaluation. Je suis pas recruteur, puis je suis pas recruteur d'une équipe de la Ligue nationale de hockey. Je suis là pour regarder les joueurs. Puis moi, ce que je vois de Matvei Michkov comme joueur, c'est le deuxième talent pur, selon moi, derrière Connor Bedard. Son lancer est dévastateur. Il a une vision du jeu, selon moi, qui est très bonne. Il a de très bonnes mains. Il fait des choses avec la rondelle. Ça semble vraiment pas compliqué. Puis ça ne semble pas lui demander des efforts supplémentaires. Ça semble naturel. Ça semble tout développé depuis qu'il est très jeune. Puis quand moi je le regarde aller sur la patinoire, j'ai trouvé qu'avec Sochi, il s'était quand même impliqué défensivement sans nécessairement être encore une fois, là, c'est pas un joueur défensif. Mais j'ai trouvé qu'il s'essayait. Puis on le sait, dans le cas de Michkov, c'est un joueur qui a un plus petit gabarit. Donc nécessairement, il part déjà avec quelques prises défensivement parce que si tu n'as pas ce niveau de combativité-là qui vient avec ton gabarit plus petit, c'est sûr que ça va être difficile de sortir avec des rondelles. Ça va être difficile de contenir les joueurs adverses. Mais en même temps, ça revient un peu à qu'est-ce que je disais de Will Smith auparavant, c'est que est-ce qu'on va lui demander à Michkov d'être défensif? Ben non, c'est ça. C'est qu'on va demander à Michkov de produire des points. Puis pour moi, c'est simple. C'est un gars qui va aller faire potentiellement 100 points dans la Ligue nationale. C'est un genre de Kirill Kaprizov. On a l'impression, de mon côté en tout cas, c'est que c'est le lancer, mais c'est les feintes, c'est la façon d'échapper à la pression, c'est la façon de se défaire de certains défenseurs. C'est la façon, évidemment, d'être là quand ça compte, dans les endroits payants aussi. Parce que oui, c'est pas Michkov, c'est pas nécessairement le gars qui fonce au filet le plus souvent. C'est pas nécessairement le gars qui a son camping dans l'enclave, mais sauf que c'est un gars qui est capable de trouver des endroits quand ça compte, puis est capable de marquer ces buts-là quand ça compte aussi. Puis Michkov, il vient avec un bagage assez... il est en Russie en ce moment, puis on l'a peut-être moins vu à cause de ce qui se passe en Russie. Ils ont été exclus des tournois depuis tout ça, mais du côté de Michkov, là, on le voit depuis très longtemps avec l'équipe russe. Puis il n'y a pas un tournoi dans lequel il n'a pas été dangereux, il n'a pas été spectaculaire. On l'a vu au U18 il y a 2 ans, quand il y a eu cette bataille avec Bedard. Écoutez, il a marqué 12 buts. Il a marqué 12 buts au U18, puis là, il n'y avait pas... c'était pas son année de repêchage. Il était 2 ans avant son repêchage. On l'a vu, il a fait une petite apparition aussi. Bien évidemment, à la Coupe Linka Gretzky, ils ont gagné la médaille d'or, donc ça, il n'y a pas de discussion. Il a été sensationnel dans ce tournoi-là. Il a fait une petite apparition aussi au Mondial Junior. En 2 matchs seulement, on a vu à quel point il était talentueux. Il a marqué un but, il a décoché un lancer, un laser dans le haut du filet. Il a marqué 3 buts dans le tournoi en 2 matchs avant que ça s'annule, que le tournoi soit annulé. Cette année, on l'a vu un petit peu même dans la VHL. On a regardé des matchs sur ma chaîne dans la VHL, puis il a été, encore une fois, il a été capable de marquer des buts. C'est cette touche de marqueur-là qui revient tout le temps. Avec Sochi, la pire équipe de la KHL, il se fait prêter. Il devient instantanément le fer de lance de cette attaque-là. Il est devenu nécessairement le gars qui allait créer de l'attaque, qui allait lui-même amener cette rondelle-là dans le filet par ses mains. Il devenait le joueur dangereux en avantage numérique, que ce soit du côté gauche pour alimenter des coéquipiers, que ce soit du côté droit pour décocher sur réception. Ensuite de ça, il s'est fait prêter dans la MHL pour les séries. Il a été, encore une fois, dans les matchs qu'il a joué, que j'ai pas regardé tous les matchs de ces séries, mais dans les matchs qu'il a joué en série, évidemment, ce niveau de jeu-là était trop faible pour lui. Puis même là, j'ai trouvé peut-être qu'il était un petit peu plus peut-être plus tranquille dans ce niveau-là. Peut-être que c'était
Pas nécessairement un gros niveau pour lui, mais c'était lui le meilleur joueur de l'équipe. Donc, il a joué pour Capitane, qui était pas qui était une bonne formation, mais qui était pas une équipe qui était favorite pour gagner les grands honneurs. Puis là, il est allé dominer dans ce niveau-là. Ça a été lui, évidemment, comme je l'ai mentionné, le meilleur joueur de l'équipe. Donc, partout où il passe, Michkov, c'est ça. C'est un joueur dominant offensivement. Puis oui, il y a des lacunes défensives. Oui, évidemment, quelques petites crampes au cerveau par moment, mais puis oui, défensivement, c'est ça, comme je dis, c'est pas solide. Il n'est pas engagé physiquement. Puis c'est normal avec le gabarit qu'il a. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui est comme Zach Benson puis qui va avec des contacts, des mises en échec, même quand tu as un gabarit plus petit. Mais dans le cas de Michkov, j'ai de la misère à retirer tout ce qu'on a vu depuis 2 ans. Parce que tout ce que moi j'ai vu depuis 2 ans, ça me montre que c'est un gars qui va peut-être marquer 50 buts dans la Ligue nationale, puis c'est un gars qui va peut-être atteindre 100 points dans la Ligue nationale. Donc pour moi, les petites lacunes défensives, encore une fois, il n'est pas payé pour aller gagner le Selkie en ce qui me concerne. Il serait payé pour aller marquer 100 points, puis essayer peut-être d'aller gagner le Art Ross ou peu importe, puis amener mon équipe en série, puis amener ces points-là en série pour faire en sorte que mon équipe progresse puis gagne la Coupe Stanley. Donc pour moi, Michkov, je trouve ça tellement dommage qu'on parle de la KHL, du fait qu'il va qu'il va arriver dans 3 ans, puis qu'il va baisser au classement parce qu'il est russe ou ainsi de suite. À un moment donné, moi j'ai l'impression qu'il faut que tu prennes une chance si tu veux avoir des résultats. Puis pour moi, Michkov, il mérite d'avoir cette chance-là. Parce que le risque, en fait, qu'il vienne jouer dans la Ligue nationale, il est peut-être un peu élevé. Mais la récompense au bout de ça, en ce qui me concerne, elle est très élevée. Puis, je peux pas... Tu sais, encore une fois, Carlson, c'est un joueur plus complet que Michkov. Mais je pense que Michkov, il va toujours être meilleur offensivement que Carlson. Donc, pour moi, 3e Michkov, c'est la raison pourquoi je ne l'ai pas fait bouger de là depuis ma liste préliminaire. Puis je comprends les gens qui sont en désaccord et qui disent peut-être que il n'y a pas nécessairement un coup de patin élite non plus puis tout ça. Ben OK, mais en même temps, il n'y a pas personne qui a cette paire de mains-là aussi. Il n'y en a pas beaucoup en fait qui ont cette paire de mains-là. Puis il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette intelligence-là quand même avec la rondelle. Ou peut-être qu'il n'y a pas nécessairement besoin de patiner comme un malade pour arriver à ses fins, puis arriver à être dangereux. Mais oui, c'est un débat qui est intéressant, puis c'est un débat que je comprends. Donc moi, Matvei Michkov, 3e sur ma liste, puis j'hésiterai jamais à le repêcher. Si Fantilli et Bedard sont partis au 5e rang pour le Canadien, ce qui va arriver, Matvei Michkov, pour moi, c'est le next best thing, puis j'hésiterai jamais à le repêcher au 5e rang. Au 2e rang, j'ai l'attaquant des Wolverines du Michigan, Adam Fantilli. Adam Fantilli, évidemment, cette année, ça a été le joueur, je pense, qui était en fait, la majorité du temps a été le plus proche de Bedard côté pour les classements. Donc, il est 2e sur ma liste, mais il a été 2e pour la plupart des gens aussi. Il a été même premier sur certaines listes en début de saison parce qu'évidemment, il est en train de créer beaucoup de points, de buts. Il faisait beaucoup de choses incroyables du côté des Wolverines en début de saison. Puis, il était sur un rythme record là, de points dans la NCAA. Donc, évidemment, ça l'a attiré l'œil. Et puis, Adam Fantilli, moi, ce que j'ai aimé cette année, ben, c'est évidemment le côté offensif. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus parce que, en fait, je vais revenir là-dessus, mais je m'attarderai pas nécessairement là-dessus en ce moment parce qu'on le sait qu'il est bon offensivement. On sait qu'il a des mains. On sait qu'il a un très bon lancer. On sait qu'il est capable de mettre les défenseurs sur les talons. On sait qu'il est capable de foncer au filet, de créer des choses avec la rondelle, d'alimenter ses coéquipiers aussi par moment. On sait qu'il y a une capacité à
créer de l'attaque de plusieurs façons. Puis c'est pas nécessairement avec son coup de patin en tant que tel. C'est pas un... il y a un bon coup de patin Fantilli en ce qui me concerne pour son gabarit, mais c'est plus son agilité qui fait en sorte que c'est plus efficace. C'est pas absolument en ligne droite. Je pense pas que c'est lui qui a le meilleur patin. Il est probablement pas dans le top 5 des patins du repêchage en ce qui me concerne, mais c'est que d'un coup qu'il est en mouvement, il est dur à arrêter. Puis il a tellement une bonne agilité que là, en plus d'être dur à arrêter, c'est difficile de même le contenir ou de le pousser, de l'envoyer sur la bande ou des choses comme ça, parce que là, il t'attaque même avec la rondelle. Il a la rondelle sur sa palette, puis là, il te fait un petit tour de passe-passe, il te passe ça entre les patins, entre le bâton et le corps. Donc, c'est tout ça qui vient un peu te faire peur quand tu vois un gars comme lui arriver. C'est un des meilleurs joueurs du repêchage pour attaquer le triangle, comme je mentionne. Donc, quand un défenseur met son bâton et est sur le patinage de reculons, donc il y a comme un triangle qui se forme entre son corps et son bâton. Il attaque souvent les défenseurs de cette façon-là. Puis là, ensuite de ça, c'est difficile pour les défenseurs parce que tu dois pivoter. Puis là, tu dois en même temps essayer de non seulement le matcher physiquement, si vous voulez, mais il faut que tu l'empêches d'aller au filet, tu l'empêches de contrôler la rondelle. Le seul autre qui est très solide aussi de ce côté-là, c'est Connor Bedard. Puis évidemment, on va en reparler dans pas très longtemps. Donc, Fantilli, c'est ça. On l'a vu au championnat mondial de hockey junior. Il a essayé de faire de la dentelle. Puis bon, je pense que ça annonçait un peu mal les couleurs de son tournoi parce que Fantilli, c'est pas ça qu'on voulait voir de son côté. On voulait le voir un peu comme à Michigan, d'être impliqué physiquement, d'être robuste. Oui, il a du talent, donc nécessairement, tu veux le voir produire, mais moi, ce que je veux voir du côté de Fantilli dans ce tournoi-là, c'est ce qu'on a vu dans les derniers matchs, c'est accepter son rôle, c'est de faire en sorte que il va aller donner des mises en échec, il va jouer en défensive, il va relancer l'attaque, il va utiliser ses coéquipiers, il va bloquer des lancers en défensive, oui, il va jouer en désavantage numérique, il va comprendre que tu as besoin d'être un joueur plus complet dans ce tournoi-là que juste faire de la dentelle. Puis quand il l'a compris, c'est là que Fantilli a été à son meilleur, à mon avis. Je pense que les 2 derniers matchs du tournoi, c'est là où il a été le plus impliqué, le plus dangereux en ce qui me concerne. Puis c'est sûr qu'au début, l'entraîneur il avait dit il l'avait fait baisser de trio. Puis bon, parce que on n'avait pas besoin de voir Adam Fantilli dominer physiquement, dominer offensivement. Puis d'un coup, qu'il a été capable de dominer physiquement. C'est vraiment là que ça a été intéressant. Puis c'est un peu cette projection-là qu'on voit aussi du côté de Adam Fantilli. En fait, c'est que moi, je vois cette projection-là. C'est ce qu'on avait vu aussi avec le Steel de Chicago il y a 2 ans, quand ils ont gagné la Clark Cup avec Sean Farrell, avec Matt Coronado, puis Sam Moskevich, puis des joueurs comme ça. C'est ce qu'on avait vu l'année dernière aussi, en saison, avec le Steel, alors qu'il avait été dominant, qui avait été non seulement dominant pour les buts, mais dominant pour les points, pour le jeu général. Puis ensuite de ça, au U18, ça a été plus compliqué. Plus de misère à s'adapter à ce niveau-là. Puis c'est là qu'on a vu quelques petites crampes au cerveau. Puis c'est ça aussi qui me dérange un petit peu du côté de Fantilli. C'est que des fois, il tente des choses qui sont pas nécessairement les meilleurs jeux. Quelques petits jeux à bas pourcentage, quelques petits jeux un peu où tu te grattes la tête, tu te dis pourquoi tu as tenté ça alors que tu avais le jeu devant toi. Ça semblait bien se développer devant toi. Oui, il était plus jeune, mais si vous vous souvenez, au U18, la passe qu'il a fait en prolongation, il a remis la rondelle derrière, puis il n'y avait personne. Puis c'est Kemel qui a pris la rondelle, qui est allé marquer, qui a éliminé le Canada du tournoi. C'est ce genre de choses-là qu'on a revu aussi cette année dans la NCAA. On l'a revu avec Michigan, puis c'est un peu ce qui m'a inquiété par moment, mais en même temps, je trouve que le côté offensif
est très élevé. Puis le chien, le caractère, le fait qu'il peut être menaçant physiquement. Puis on l'a vu au championnat mondial qui s'est déroulé dernièrement. Il a été capable de donner quelques bonnes mises en échec. Il en a donné une en particulier assez violente. Je pense que c'était contre la Suisse, mais tout ça pour dire que puis parenthèse pour le championnat mondial, moi, Fantilli, dans ce tournoi-là, je ne m'attendais pas à grand-chose non plus. Donc, je voulais le voir. Je voulais le voir répondre un peu par rapport à ce niveau de jeu-là. Mais j'ai l'impression que de toute façon, il n'est pas prêt pour la Ligue nationale. Il a encore besoin un peu de peaufinement du côté de Fantilli. Donc, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que Fantilli, je pense que c'est un gars qui... une autre année avec les Wolverines du Michigan dans la NCAA, ça va lui être très bénéfique en ce qui me concerne. Je pense que l'attaque, elle est là. C'est ça, c'est que le potentiel d'aller chercher du 85-90 points, il est très élevé au centre. Il est quand même bon défensivement aussi. Donc déjà, à la base, tu t'en perds pas non plus de ce côté-là. C'est pas, encore une fois, c'est pas le prochain Patrice Bergeron, mais il est compétent quand même un peu défensivement. Puis, la raison pourquoi il est premièrement devant Carlson, c'est qu'il y a ce edge physique-là que moi, je voyais un peu moins du côté de Carlson. Et la raison pourquoi il est devant Michkov, c'est que je trouve que l'impact général de Fantilli, même si, disons, il fait 20 points de moins dans une saison que Michkov, le fait qu'il joue au centre, le fait qu'il soit capable de, encore une fois, de s'impliquer physiquement, d'être là quand ça compte, donc quand ça va être le temps d'arriver en série, peut-être pas obligé d'aller chercher beaucoup de points, mais être capable de s'impliquer en échec avant, capable de s'impliquer dans les mises en échec, en repli ou des choses comme ça. C'est des choses que Michkov faisait un petit peu moins, donc et même dans certains cas, presque pas. Il donne presque pas de mise en échec, Michkov, et puis les replis, c'est pas nécessairement sa force non plus. Donc, au-delà des points, je trouve que l'écart n'est pas assez grand pour que je mette Michkov devant Fantilli. Mais encore une fois, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, tout ce monde-là, pour moi, est interchangeable. Donc, si Fantilli tombait 5e, je serais pas nécessairement surpris. Puis, même chose pour Carlson. Si Carlson devait tomber 2e au repêchage, il n'y a absolument aucune surprise de mon côté. Donc, mais oui, pour le classement, j'explique pourquoi ils sont 2, 3, 4, 5. Ben, c'est ça. C'est que Fantilli, pour moi, je pense que le package le plus complet, entre guillemets, après Connor Bedard. Donc, c'est pour ça que j'ai les deuxièmes. Et au premier rang, j'ai Jesse Keskinen. Non, évidemment. Quand c'est ma blague annuelle, là, je pense que j'essayais de vous surprendre tout le temps. Mais évidemment, au premier rang, c'est Connor Bedard. Puis c'est tellement bizarre parce que Connor Bedard, on aurait tellement de choses à dire. Puis pourtant, on n'a pas grand-chose à dire parce qu'il a tout montré cette année. Il a tout fait sur la patinoire. Il s'est présenté, encore une fois, aux amateurs de hockey, aux amateurs d'espoir, aux observateurs, aux recruteurs, nommez-les. On n'a même pas eu besoin de défendre sa sélection au premier rang parce qu'il a tout fait en sorte pour que ça soit facile pour les directeurs généraux de gagner la loterie puis d'aller piger Connor Bedard au premier rang. Que dire de Connor Bedard? Un joueur qui fait tellement de choses élites sur la patinoire, tellement de choses à haut rythme, haute vitesse. Il y a un lancer élite. Il y a un lancer qui serait probablement dans les 10 meilleurs de la Ligue nationale dès aujourd'hui. Puis ça, Connor Bedard, il l'avait à 16 ans. Il l'avait à 17 ans. Là. Il était... Ben, il l'a à 17 ans, mais il l'avait à 16 ans. Il l'avait à 15 ans. L'arme, son lancer, ça a toujours été une de ses plus grandes armes, sinon sa meilleure arme. Et ajouter à ça une intelligence de très haut niveau. Il pense au jeu plus rapidement que tout le monde. Il est capable d'analyser ce qui s'en vient plus rapidement que tout le monde. Il a des mains plus rapides
que probablement tout le monde dans le repêchage, à part peut-être un ou deux joueurs. Est-ce que Mishkov, est-ce que Will Smith, Sachin, des gars-là sont dans la conversation? Peut-être, mais je pense que Bedard, il mange tout rond encore, juste par la vitesse avec laquelle il travaille. Il y a un coup de patin très rapide. Encore une fois, c'est un patineur dynamique, mais c'est un patineur qui peut te battre, encore une fois, de plusieurs façons. Il peut t'attaquer directement, face à face. Je vais te passer à travers avec ma feinte, avec ma vitesse. Il peut contourner. Il peut protéger la rondelle. Il peut passer à des coéquipiers. Il peut tirer, évidemment. Parce qu'on sait qu'il va le faire. Tu ne marques pas 70 buts par accident. Donc, il va le faire. Il n'y a rien que ce joueur-là ne peut pas faire en ce qui me concerne. Puis oui, est-ce que, tu sais, défensivement, bon, on va tout de suite enlever la petite faiblesse, ou entre guillemets, ou le petit point d'interrogation. Défensivement, oui. Évidemment, il faudrait qu'il soit un peu plus impliqué. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus solide défensivement. Mais, encore une fois, ça revient à ce que je disais un peu plus tôt avec d'autres joueurs. Est-ce que je vais demander à Connor Bedard joue défensivement pour aller sacrifier une quarantaine de points? Non, implique-toi défensivement, mais toi, ta job, c'est d'aller en marquer 50. Ta job, c'est d'aller ramasser 120 points. C'est ça ta job. Ta job, c'est d'amener des buts, puis de faire en sorte que l'équipe va aller en marquer des buts. Que ce soit pas toi, que ce soit ton coéquipier à gauche, ton coéquipier à droite, ton défenseur, peu importe. C'est ça, Connor Bedard. C'est ça qu'on va lui demander de faire. Puis c'est ce qu'on devrait lui demander de faire, parce que le but, c'est pas d'aller ramasser un Selke avec Bedard. Il est tellement dominant que ce gars-là, il a peut-être une possibilité d'aller faire du 130, 140 points dans la Ligue nationale. On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'il... On sait qu'il peut s'arrêter à un certain niveau. Je pense que Connor McDavid, il atteint ce niveau-là, ce plafond-là qui est un peu le maximum qu'on peut avoir dans le hockey moderne. Donc un 150 points. Là. Je pense que ça va être très étiré. Là. S'il peut aller chercher 160 points, je vais même être très surpris. 150, je pense que c'était le niveau qui était acceptable pour le hockey moderne, comparativement à ce qu'on voyait par le passé avec des 200 points de Gretzky, 199 points de Lemieux et des choses comme ça. Donc, Bedard, si on dit qu'il n'est pas tout à fait au niveau de McDavid, mais qui n'est pas si loin, pour moi, c'est du 110, c'est du 120 points, c'est du 100 points réguliers. Puis c'est un peu le standard qu'on va devoir lui donner pour sa carrière. Puis c'est le standard, c'est les attentes avec lesquelles il va malheureusement, entre guillemets, devoir composer. Mais Bedard, c'est un gamer. C'est un gars qui a du chien. C'est un gars qui a du caractère. C'est un gars qui est à un niveau de compétition extrêmement élevé. Donc, il n'y a rien qui me dit que ce gars-là ne pourra pas atteindre ces niveaux-là dans la Ligue nationale, ce niveau d'élite-là dans la Ligue nationale. Puis, ça part de très loin, Connor Bedard. On l'a regardé, je me souviens de l'avoir regardé un match en particulier dans la nationale à 15 ans avec le HV 71. Puis, je m'étais dit, c'est assez incroyable qu'un jeune de 15 ans soit pressenti comme ça, déjà, pour être un premier choix, puis il ne semble pas avoir de discussion alentour de lui. Oui, il y avait Mishkov à ce moment-là, mais c'était encore Bedard qui était 3 ans avant son repêchage, le joueur qui était à surveiller. Ensuite de ça, il est arrivé dans la WHL pendant la saison de la COVID. Il a déjà montré à quel point, il a tout de suite montré à quel point il était dans une classe à part. Il est allé jouer au U18, il a été sensationnel. Il a supplanté tout le monde du côté du Canada. Puis il y avait des bons joueurs dans cette équipe-là, dont Shane Wright, qui était là, qui a eu un bon tournoi, mais Connor Bedard était le meilleur joueur. Puis il y a juste Mishkov qui l'avait dépassé au niveau des points. Ensuite de ça, il a connu une saison incroyable de 100 points à sa deuxième, qui était sa première vraie saison, si vous voulez, dans la WHL. 50 buts. C'est du jamais vu. Il est retourné au U18. Il a été
excellent, même si là, l'équipe était un petit peu moins forte, évidemment, parce qu'il n'y avait pas eu la COVID. Donc, l'équipe avait été un petit peu éclopée de certains joueurs. Au championnat mondial, la première go au championnat mondial junior, marque 4 buts contre l'Autriche, si je me souviens bien. Un joueur de 16 ans, c'était du jamais vu. Ensuite de ça, cet été, oui, ça a été un peu plus difficile pour la reprise du championnat mondial le championnat mondial junior des moins de 20 ans. Puis je pense que oui, il y avait de l'apprentissage de son côté, mais tout ce qu'il a fait cette année, de la première journée jusqu'à la dernière journée quand ils ont été éliminés des séries par les Blades de Saskatoon, ça a été incroyable. C'est la deuxième, ça fait très longtemps que je suis des espoirs comme ça. À part McJesus, c'est la deuxième plus belle saison de repêchage que j'ai vue de ma vie, attentivement. Puis pour moi, Connor Bedard, il y a absolument... encore une fois, il n'y a jamais de certitude dans le repêchage, mais je ne vois pas, je ne sais pas comment ce gars-là ne pourrait pas réussir dans la Ligue nationale, parce qu'au-delà de toutes les qualités qu'il a, puis au-delà du fait que, bon, il y a des gens qui disent qu'il y a un plus petit gabarit à 5,10, 185, puis parfait, ok, je comprends. Mais tout est élite dans son jeu. Puis pas juste dans son jeu, mais avec main, patin, puis tout ça, dans sa tête, dans son cœur. C'est un gamer, c'est un gars qui va changer l'équipe des Blackhawks pendant plusieurs années. Puis, soyez pas surpris s'il gagne pas mal de trophées dans sa carrière, puis s'il soit capable en fait d'amener les Blackhawks jusqu'à une autre Coupe Stanley. Ce que McDavid il essaie de faire avec les Oilers, puis je pense qu'il va peut-être être capable de le faire aussi avec Draisaitl puis des gars comme ça. Mais en ce moment, les Blackhawks, je pense qu'ils partent un petit peu de plus... Ils partent de plus loin, mais en même temps, ils ont une belle banque d'espoir. Donc peut-être que c'est là, dans 5, 6, 7 ans, où il va peut-être avoir l'avantage sur McJesus par rapport aux Oilers, où la banque d'espoir semble un petit peu moins garnie. Puis les joueurs de talent sont déjà là, si vous voulez. Donc, c'est vraiment de patcher après les trous. Ouais, mais pour revenir à Connor Bedard, numéro 1, puis, il n'y a jamais eu de débat. Hein. Je sais qu'il y en a qui l'avaient deuxième, il y en a qui l'avaient troisième. Pour moi, il n'y a jamais eu de débat, puis il n'y en aura pas non plus le 28 juin, quand les Blackhawks vont se dépêcher à aller annoncer son nom pour tout de suite lui donner son chandail, puis viens tout de suite là, dans notre équipe, on s'ostinera pas avec toi, là. T'es là, puis viens nous sauver, puis nous remettre dans le droit chemin. Donc, un joueur spectaculaire, un joueur magnifique à regarder. Ouais, j'en parle, j'ai des émotions parce que ça a été une saison incroyable pour lui. Ça a été une saison incroyable pour lui, puis encore une fois, le fait de l'avoir regardé cette année, ça nous montre à quel point c'est des joueurs comme ça passe pas nécessairement souvent. Puis d'être chanceux d'avoir regardé un joueur de la sorte pendant 2 années junior et 2 et demi avec la COVID. Je pense qu'on peut se compter chanceux, puis on peut se compter chanceux aussi de le voir pendant probablement 20 ans dans la Ligue nationale, comme on a regardé un gars comme Crosby, comme qu'on regarde en ce moment un gars comme McJesus et les autres qui ont passé avant aussi. Donc, ouais, Connor Bedard, un générationnel pour moi. Il n'y a même pas de débat. Donc, c'est ça. C'est lui le numéro 1, puis ça termine mon top 32. Donc, c'était mon top 32. C'était la dernière vidéo. Donc, vous avez vu mon top 10 pour compléter cette liste-là. Une autre année très plaisante en ce qui me concerne pour le repêchage. Ça fait déjà depuis 2011 que je fais des listes. Donc, très heureux d'avoir pu encore une fois partager ça avec vous. Puis rester à l'affût, évidemment, parce qu'on va faire le War Room, notre fameuse discussion de 4-5 heures qu'on va avoir sur notre top 32 collectif avec les boys du TSLH Espoir.
Et ensuite de ça, ça va nous mener évidemment à l'apparition de notre guide et aussi à notre couverture finale, si vous voulez, du repêchage de la Ligue nationale. C'est le 28 et 29 juin cette année, mercredi et jeudi, si je me trompe pas. Donc, je pense qu'il y avait un live qui était prévu pour la première ronde, la journée du mercredi. Donc ça, on va voir, ça reste à vérifier. Moi, si je suis au travail, si je travaille pour le repêchage, je vais peut-être venir m'insérer avec les boys de temps en temps, venir jaser sur leur live. Mais sinon, je vais essayer d'être là pour toute la durée de la première ronde à la télévision. Donc, ça va être probablement très plaisant, comme d'habitude, comme c'est le cas à toutes les années d'ailleurs. Et juste finir pour avant de clore, là, si vous voulez, toute la saison, pour vous remercier d'avoir été là pendant toute l'année. Il y a eu 20 vidéos d'observation en temps réel cette année. C'était 2 de plus que l'année passée. On a ratissé assez large quand même. Il y a des joueurs qui sont en première ronde. Il y a des joueurs qui peut-être deuxième ronde, peut-être même troisième ronde dans certains cas. Donc, je pense que ça a été très plaisant de faire ça cette année. Évidemment, j'ai une playlist là qui est consacrée au repêchage 2023 que vous pouvez visionner et revisionner là, autant que vous le voulez. Donc, si jamais vous voulez regarder, avoir nos observations en temps réel ou nos observations pendant nos listes de mi-saison et préliminaires, ça va toujours être disponible pour vous. Donc, encore une fois, un gros merci. Allez vérifier ce qui se passe aussi sur la chaîne de Tout sur le hockey, sur concernant les listes des boys et puis leurs explications. Puis un petit peu de repos bien mérité là, jusqu'à la Coupe Linka Gretzky, la prochaine Coupe Linka Gretzky. Qui va recommencer là, si vous voulez, notre travail de toute la saison en vue du repêchage de 2024. Donc, d'ici là, on se dit à la prochaine.